communication que je souhaite maintenant présenter constitue en fait une étape de travail dans une réflexion plus large qui m'habite depuis quelques temps et qui concerne le rapport complexe que la communauté gay peut entretenir avec l'histoire. Comme le titre de ma communication l'annonce, c'est donc de réconciliation que j'aimerais parler aujourd'hui, précisément d'une possible réconciliation entre l'histoire, qu'on écrit parfois avec un grand H, et la communauté homosexuelle, principalement l'homosexualité masculine, puisque c'est essentiellement d'elle dont il est question dans l'essai Le Rayon Rose d'André Roy qui m'intéressera aujourd'hui. Donc cet essai publié en 2006 qui se présente comme une suite de critiques littéraires portant sur autant de textes relatant des expériences gays m'apparaît en effet précieux afin de penser cette possible réconciliation. Et peut-être en fait que le terme réconciliation n'est pas le bon mot parce qu'en fait, si on sent le besoin de se réconcilier, de se rapprocher, de se raccommoder, c'est signe qu'il y a d'abord eu rupture, éloignement, cassure, dissidence ou à tout le moins distance. Et si la distance entre la communauté gay et les discours qui concernent l'histoire est bien réelle et qu'on peut même croire qu'elle est millénaire, je suis pas convaincu qu'il y ait eu rupture à proprement parler entre ces deux parties dans la mesure où justement ces deux parties se sont depuis toujours tenues à distance l'une de l'autre. Il n'y aurait donc pas de cassure pour ce qui n'a jamais été soudé, pour ce qui n'a jamais été uni. On pourrait me demander sur quoi je m'appuie afin de pointer un peu grossièrement cette distance d'ailleurs trop abstraite entre histoire et communauté gay, sinon sur une intuition. Je pars notamment en fait des thèses sur le concept d'histoire du philosophe allemand Walter Benjamin et une de ces vieilles antithèses qui est souvent citée, qui suggère que les historicistes, c'est-à-dire ceux et celles qui écrivent l'histoire, se rendent nécessairement sensibles au sort des vainqueurs plutôt qu'à celui des vaincus. Alors je cite Walter Benjamin, « Si on se demande à qui l'historiciste s'identifie par empathie, on devra inévitablement répondre aux vainqueurs. Or, ceux qui règnent à un moment donné sont les héritiers de tous les vainqueurs du passé. L'identification du vainqueur bénéficie donc toujours au maître du moment. Tous ceux qui, à ce jour, ont obtenu la victoire participent de ce cortège triomphal où les maîtres d'aujourd'hui marchent sur les corps de ceux qui gisent à terre. » Donc, c'est la fin de la citation. En relisant et en retranscrivant en fait cette citation-là cette semaine, je ne pouvais pas m'empêcher en fait de penser à François Legault qui s'est ouvertement réclamé du legs de Maurice Duplessis en chambre, ce qui tend à prouver en fait ce que Walter Benjamin dit, c'est-à-dire que ceux qui règnent sont les héritiers des vainqueurs du passé. Donc, suivant cette opposition vainqueur-vaincu, où l'histoire se rangerait vraisemblablement du côté des vainqueurs, du côté de ceux qui marchent sur le corps des vaincus, il est tentant de croire que les personnes homosexuelles, longtemps relayées dans les litières des sociétés dont elles ont été contemporaines, ont par ailleurs été effacées des discours historiques. D'abord rejetés par leurs contemporains, ces individus auraient par la suite été exclus de l'histoire et des discours qui écrivent le passé. Mais, inversement, et ce n'est encore qu'une hypothèse qui aurait besoin de vos lumières, justement, les récits littéraires d'expériences homosexuelles semblent régulièrement privilégier un retour sur une expérience personnelle, un récit de soi qui éclaire essentiellement une expérience du temps présent et qui se montre finalement peu intéressé par une filiation propre à la communauté, par des questions de transmission entre générations gays, par exemple. Tout se passe en effet comme si les sujets gays, dans leur fiction et leur récit, se montraient finalement peu inquiétés ou rarement inquiétés par leur inscription dans la durée ou dans un temps long, c'est-à-dire dans un temps qui dépasse celui de leur contemporanéité ou de leur propre expérience du présent. Mais pour être juste, il faudrait toutefois préciser que ce retour sur soi, sur cette expérience personnelle et sur une mémoire individuelle qui évacue le plus souvent des considérations d'ordre de la mémoire collective, selon l'expression de Maurice Halbach, est loin d'être l'apanage du Rayon Rose ou de la littérature gay qu'étudie André Roy dans son essai. Donc, décrivant tour à tour la période contemporaine, le critique Dominique Viard a reconnu le mouvement de subjectivisation du contemporain. Il a été l'un des premiers à parler du retour au sujet
après l'apogée des années formalistes, structuralistes et après l'âge d'or du nouveau roman. Le critique Yves Bodel a pour sa part parlé d'une hégémonie de l'ego afin de décrire la prégnance des écritures de soi dans la littérature contemporaine. Similairement, Philippe Gasparini, lui, a parlé de la tentation autobiographique qui tentait donc les auteurs contemporains. Plus près de nous, le fameux trio de l'histoire de la littérature québécoise a identifié une inflexion autobiographique. Et enfin, plus récemment, André Mercier, dans son ouvrage « Construction du contemporain », repère à son tour le déferlement des pratiques autobiographiques dans l'écriture contemporaine. Et si on n'a pas envie de se fier aux littéraires, on peut se fier aux historiens, notamment François Artaud, qui relève pour sa part le présentisme ou le caractère présentiste qui serait propre à notre époque. Donc, présentisme, présentiste, ces néologismes calquent les mots futurisme, futuriste pour souligner l'obnubilation ou l'obsession du contemporain pour le temps présent. Le contemporain qui aurait beaucoup moins d'égards qu'auparavant pour le passé et les valeurs qui lui sont associées, de même que pour le futur et la foi aveugle dans l'idée de progrès. Ainsi donc, le retour sur soi, sur une expérience personnelle qui constitue le plus souvent le retour d'un auteur sur son expérience du temps présent, ne serait donc pas l'apanage du rayon rose, mais il est tout de même tentant de croire que l'écriture d'expériences gays entretient un rapport privilégié avec les différents avatars de l'écriture autobiographique et ainsi avec la mémoire de son présent. Je ne saurais toutefois dire pourquoi, ni même expliquer ce phénomène qui n'est encore qu'une vague impression qui m'habite, une impression qui est peut-être erronée d'ailleurs. Mais mon intuition, qui associe écriture de la communauté gay et présentisme, écriture de l'expérience gay et écriture de soi, tend à se confirmer lorsqu'on traverse le rayon rose d'André Roy, qui souligne régulièrement l'attachement des auteurs à une démarche autobiographique ou autofictionnelle. Parmi cette galerie d'auteurs érigés par André Roy, on rencontre par exemple l'écrivain brésilien Caio Fernando Abreu, dont les textes, je cite André Roy, puisent souvent dans la vie intime de l'auteur. On rencontre Renaud Camus qui a choisi de consigner sa vie dans un journal et publier ses pages au fur et à mesure qu'il les écrivait. On rencontre Guillaume Dostand, dont on qualifie l'œuvre avec André Roy d'auto-porno biographique. Hervé Guibert, qui nous a donné un beau projet de dévoilement de soi et dont les fictions, je cite encore André Roy, dont les fictions sont comme des pages arrachées à un journal. Gilles Leroy, dont l'œuvre concerne avant tout, encore une fois une citation d'André Roy, avant tout son histoire familiale ou son enfance, l'écrivain belge William Cliff et ses narrations aux accents autobiographiques, Harold Brodkey qui a raconté l'histoire de sa mort comme plusieurs autres auteurs qui ont été victimes du sida, Alain Bernard Marchand, Patrick Moriès, John Ritchie, Gérard Rêve, Dan Tolwesh et ainsi de suite, la liste pourrait considérablement s'allonger. Et si je me prête moi aussi à l'exercice de traverser le rayon rose de ma propre bibliothèque, force est de constater que les récits gays ou queer n'ont pas fini d'entretenir une relation privilégiée avec les écritures de soi et qu'ils n'ont cessé en fait de s'exposer à la tentation de décrire leur propre expérience du temps présent. Parmi eux, on croise par exemple Édouard Louis, donc je suis dans mon rayon rose dans ma bibliothèque, Édouard Louis, Arthur Dreyfus, Nicolas Giguère, Nicolas Dassun, Gabriel Chelette, Simon Boulris et Antoine Charbonneau de Mers, qui a d'ailleurs entrepris cette semaine d'ouvrir son journal intime à ses lecteurs et lectrices dans un infolettre. Je suis donc tenté de croire que la plupart de ces textes se préoccupent d'abord et avant tout d'une mémoire personnelle, laquelle se montre finalement peu ou pas intéressée par une mémoire collective, par l'inscription de leur auteur dans l'histoire de la communauté gay ou queer. Mais, évidemment, l'écriture de l'histoire, c'est-à-dire le portrait d'une époque ou d'une génération qui dépasserait l'ordre du récit personnel, n'est jamais parfaitement absente de ces récits à caractère autobiographique. Ces fictions du rayon rose, que ce soit celles inventoriées par André Roy ou celles de ma bibliothèque que je viens d'évoquer rapidement, ne sont jamais complètement imperméables aux enjeux de leur époque, évidemment. L'histoire, de cette façon, parvient donc à s'immiscer dans ces textes qui s'occupent de décrire le présent de leur auteur, mais les traces de l'histoire sont pour ainsi dire accidentelles, dans la mesure où ces écrivains, en se consignant et en consignant l'expérience de leur époque, font finalement œuvre de mémoire ou œuvre d'histoire, leurs textes devenant par défaut des documents, des archives, des témoignages d'un moment de l'histoire pour l'avenir, pour ceux qui les suivront.
C'est notamment le cas de Klaus Mann et d'Edmund White que présente André Roy dans Le Rayon rose. Dans son essai, il rappelle à la mémoire l'existence de l'écrivain Klaus Mann, né à Berlin en 1906, qui a consigné dans son journal Les années brunes, c'est-à-dire l'époque de la montée du fascisme et du nazisme en Europe dans les années 1930 et les années d'exil qui ont suivi, les années d'exil de sa famille qui a voulu fuir l'Allemagne d'Hitler. Et André Roy demande aussi qu'on se souvienne des romans d'Edmund White, je le cite, à forte connotation biographique, et il parle par ailleurs d'autobiographie d'une époque au sujet de l'écriture d'Edmund White, qui assure la mémoire collective de la communauté gay et qui exige qu'on garde le souvenir de la libération gay, des luttes qui ont été menées depuis au moins les années 1970 par la communauté homosexuelle et queer. Donc, à travers les essais d'André Roy et l'inventaire qu'il dresse de la littérature gay, on compte tout de même quelques auteurs dont l'œuvre se trouve plus directement inquiétés par l'histoire et par l'inscription de leur auteur dans un temps long, dans une filiation qui dépasse une filiation personnelle. C'est par exemple le cas du poète grec Constantin Cavafis, né à Alexandrie en 1863, qui est repéré par André Roy. Donc André Roy avance que les poèmes de Cavafis, et je le cite, ne peuvent être réduits à une somme de fantasmes, car chez lui, le corps est soumis à la fatalité du temps et menacé de disparition. Chaque poème est un destin en acte, hanté par le souvenir, s'inscrivant dans une histoire, celle de la Grèce antique en particulier. C'est la fin de la citation. Donc, il me semble que l'attitude de la poésie de Cavafis vis-à-vis de l'histoire, telle que décrite par André Roy, n'est pas si éloignée, en fait, des réflexions du Rayon rose. Donc, de façon similaire, en effet, les critiques littéraires d'André Roy ne semblent pas moins hantées par le souvenir des œuvres que commande son essai, et il est permis de croire que son travail vise à s'inscrire dans une histoire. Donc, dans la mesure où l'histoire, ou les traces de l'histoire, ou mieux les traces de la mémoire collective associée à la communauté gay s'avèrent rares ou timides dans la littérature actuelle, l'essai Le Rayon rose d'André Roy me paraît particulièrement précieux et important puisqu'il vient précisément nuancer cette idée, cette hypothèse que j'aimerais fausse, selon laquelle l'exercice mémoriel, le travail de mémoire ou le travail de réminiscence dans les récits d'expériences gays s'inscrit souvent sous le régime d'une mémoire privée plutôt que d'une mémoire collective, une mémoire du présent d'un individu plutôt qu'une mémoire préoccupée par le passé d'un groupe. C'est-à-dire que le travail d'André Roy, à tout le moins dans Le Rayon rose, parvient à tisser des liens entre les générations de la communauté gay, il jette des ponts entre les époques et il exerce par là un important devoir de mémoire, luttant ainsi contre la menace de l'oubli. J'aimerais donc le remercier de la transmission généreuse que porte et dont témoigne son travail qui représente pour moi un précieux héritage.